Bonjour à tous, je suis donc Ludovic Naudier. Je vais animer ce Pépite Café avec Marie-Laure. Si je veux me présenter rapidement, je suis le fondateur d'un prix qui est, hop là, c'est ce petit trophée, l'élection du service client de l'année. Ça fait maintenant 15 éditions qu'on travaille avec BVA sur élu service client de l'année à la réalisation des tests. Donc, on va fêter nos 15 ans ensemble cette année, Marie-Laure. Et ça fait 9 éditions, 9 ans maintenant qu'on réalise l'Observatoire des services clients ensemble. Avec le but de cet observatoire, à la base, c'était de connaître les attentes des Français en matière de relations clients, voir ce qui peut évoluer de manière à pouvoir faire évoluer aussi la méthodologie du service client de l'année qu'on vous propose chaque année. Avec le temps, c'est devenu, on va dire, un observatoire de référence parce qu'en matière de relations clients, c'est certainement celui qui a le plus d'antériorité. Et depuis 3 ans, avec aussi l'expansion internationale, tant d'élus services clients de l'année que de BVA qui s'est développé aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, en Asie, etc., on a décidé d'étendre cet observatoire et d'en faire un observatoire européen. Marie-Laure, un mot sur la méthodologie. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, effectivement, cet observatoire est réalisé tous les ans, généralement autour de la période fin août, début septembre. Ça s'appelle l'observatoire de rentrée. Donc, un échantillon européen auprès donc, de consommateurs de 18 ans et plus, donc en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne et en UK. Donc, avec des thématiques qui portent sur effectivement, c'est quoi la qualité des services clients, en fait, quelle est la perception des Français sur les services clients, quel est l'impact effectivement des services clients sur leurs habitudes de consommation et donc leur fidélité aux marques, et puis des thématiques effectivement en fonction aussi des actualités que nous allons découvrir au fil des pages. Comme on a l'habitude de dire pour un sondage, c'est un échantillon représentatif de la population française de 18 ans et plus, avec des critères socio-économiques voilà, qui nous permettent d'avoir tous les types de consommateurs. Alors, pour mettre un petit peu de contexte, euh, le monde de la relation client, il est composé de spécialistes. Vous êtes tous certainement derrière vos écrans des grands pros de la relation client. Vous êtes nombreux, puisque suivant allez, les organisateurs ou la police, c'est un petit peu d'actualité en ce moment. On va dire qu'on est entre 200 et 300 000 à travailler en France dans la relation client. Vous êtes une population sympathique aussi. Là, on voit des photos de la remise des prix d'élus service client de l'année. Et cette population, si on passe au slide suivant, de la relation client, elle travaille souvent avec des partenaires. Là, vous voyez des photos d'un podcast qu'on fait avec le SPDEC. Donc, souvent, vous faites appel à des spécialistes de la relation client pour vous accompagner sur tout ou partie de votre relation client pour élever le niveau et beaucoup d'entraînement. En face, Alors, les Français sont aussi quelque part un peu des spécialistes de la relation client. Puis il y a quand même 77% des Français qui ont contacté un service client à distance, non, un service client au cours des 12 derniers mois. Ce chiffre est assez stable au cours des années. Vous voyez, vous avez la référence en 2021, 78%. C'est un chiffre qui est très constant. En fait, il évolue très peu, mais c'est un chiffre qui est relativement important. 3/4 des Français ont un contact aujourd'hui avec un service client. Quand on regarde le benchmark européen, effectivement, la France est un petit peu dans la moyenne, hein. Les pays où les chiffres sont les plus élevés, c'est l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, et donc le UK qui est presque au niveau, un tout petit peu en dessous du niveau de la France. alors je l'ai dit juste avant, vous êtes, on va revenir juste avant Marie-Laure, des experts de la relation client. Et les Français le sont aussi, mais eux, ils le sont sous un prisme qui est un petit peu différent du vôtre. Ils le sont sous un prisme, c'est la facilité d'utilisation. Euh, leur niveau, ils se fondent sur, on va dire, les mieux disants en matière de relations clients. Les process, ils s'en moquent. Eux, ce qu'ils voient, c'est de l'usage. Finalement, ce sont des experts de l'UX. Et donc, il y a ces deux mondes qui se confrontent régulièrement. En plus que ces deux mondes
se confrontent régulièrement et que la relation client soit aujourd'hui dans le quotidien des Français, elle est aussi dans le quotidien des Français parce que toute la presse en parle régulièrement de la relation client. Là, je vous ai mis des exemples. Les Échos, Le Parisien, Le Figaro. Il n'y a pas une semaine, en fait, où il n'y a pas des articles, des dossiers spéciaux sur la relation client. Ce qui veut dire ces Français, en plus de s'auto-éduquer, ils sont aussi éduqués par les médias autour de la relation client. Ils sont sensibilisés sur des types de communication qu'on ne maîtrise pas toujours et qui poussent aussi le niveau d'exigence de plus en plus vers le haut. Cette relation client, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un enjeu fort. Parce que c'est un enjeu tant de réputation, d'image, c'est un enjeu tant pour votre marque employeur, on en parlera un peu plus tard, c'est un enjeu pour de la fidélité ou de la conquête. D'ailleurs, quand on pose la question aux Français sur la relation client, est-ce qu'elle influence ou pas votre décision d'achat ou de réachat, 91% des Français considèrent que le critère relation client influence leur décision d'achat ou de réachat, c'est-à-dire fidélité, conquête. Si on se compare à nos autres confrères européens, en France, on a la plus forte sensibilité aux critères relation client. 91% des Français. Le deuxième pays, c'est l'Allemagne, avec 80%. On a 11 points d'écart. Et c'est l'Espagne qui ferme la marche avec 64 des Espagnols qui sont sensibles à ce critère. On le sait, on est de plus en plus sur des marchés matures. Quand on est sur des marchés matures, la seule solution qu'on a, c'est d'aller chercher des clients chez nos concurrents. Et bien, en cas de déception par rapport à la qualité de votre relation client, ils sont 90% des Français à se dire capables de changer d'avis ou ne pas acheter ou interrompre un abonnement. À nouveau, sur cet item qui est finalement la fidélité, ce sont les Français qui sont les plus sensibles en Europe. Il y a plus de 12 points avec le deuxième et 26 points avec le dernier, celui qui ferme la marche, qui est encore l'Espagne. Donc 90% des Français sont sensibles à ça et potentiellement pourraient changer d'avis, ne pas acheter ou interrompre un abonnement. Et à l'opposé, on a les Espagnols qui sont 64% dans cette situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la relation client, quand on a commencé avec Marie-Laure à travailler ensemble, on parlait souvent de la relation client qui était à la cave, un peu maltraitée, pas tellement mise en avant. C'est devenu un enjeu fort des organisations. C'est un enjeu fort sur lequel on communique. On voit de plus en plus aussi de pubs à la télé, dans les médias, où on parle pas que du produit, mais on parle du service. Parce que le service, et le service client en fait partie, c'est ce qui permet, dans des marchés de plus en plus standardisés, de faire la différence. Alors, hop, non, je te laisse. Alors, on a tous des enjeux évidemment business à cause ou grâce à cette relation client, mais on a tous aussi des enjeux de marque employeur, d'attractivité de nos métiers. Là, c'est une copie d'écran que j'ai trouvée sur LinkedIn, je crois, la semaine dernière, il y a 15 jours, qui dit quoi? Bonjour. Suite à notre entretien d'hier par téléphone, je me permets de revenir vers vous. Malheureusement, je suis dans le regret de vous informer que je ne continuerai pas le processus de recrutement. En effet, après avoir regardé les avis des employés de votre entreprise sur différentes plateformes, je me suis aperçu que le fonctionnement, la culture, les valeurs de votre entreprise sont en décalage avec ce que je recherche, etc., etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la qualité de la prestation que vous délivrez à vos clients, les avis éventuellement qu'il peut y avoir en ligne, peuvent aussi influencer votre marque employeur. Et donc, c'est un enjeu fondamental, d'autant plus dans des marchés tendus comme on est de plus en plus. Donc voilà, pensez-y. Relation client, finalement, on a la marque employeur, on a évidemment nos clients, c'est-à-dire leur fidélité ou la conquête, et puis on a une troisième dimension qui est la dimension valorisation de l'entreprise, parce que souvent la relation client, ça fait partie des actifs incorporels, et donc la marque est valorisée aussi en fonction de la qualité de la relation client, et c'est pour ça que souvent je prends plaisir à dire que la relation client, finalement, c'est la discipline dans une entreprise qui réunit le plus d'acteurs différents, parce que le marketing en a besoin, la finance en a besoin, les RH en ont besoin,
les commerciaux en ont besoin. Et donc, ça fait plein de bonnes occasions de mettre en avant cette relation client. Alors, quand on parle relation client, premier élément, c'est quels sont les canaux finalement qui sont utilisés par les Français et bien sûr les Européens pour contacter les marques et les entreprises. Donc, vous avez ici sur la slide les différents canaux qu'on leur a proposés. Effectivement, ce n'est pas du spontané, on leur a proposé une liste de canaux quasi exhaustive. Alors, bien sûr, le téléphone reste, je dirais, dans la pole position et est le canal le plus utilisé. Mais finalement, on s'aperçoit qu'au fil des ans, le téléphone, l'email, le site Internet, qui sont un petit peu les socles de base de la relation client à distance, sont quand même un petit peu moins utilisés par les Français, donc les consommateurs, au profit de canaux qu'on va dire plus émergents, plus digitaux et qui se développent et qui apparaissent au fil des ans auprès des différentes enseignes et des différentes entreprises. Et on va zoomer justement par la suite sur quelques-uns de ces nouveaux canaux, dont les messageries mobiles et les chatbots. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a une typologie des consommateurs en fonction de l'utilisation? Alors, on a quand même quelques spécificités. Ce n'est pas des énormes surprises, mais par exemple, le téléphone est plus utilisé chez les cadres, chez les catégories socio-professionnelles supérieures plus globalement, et chez les 35-49 ans. Ils vont plus l'utiliser que la moyenne. L'email, le click-to-call et les applications mobiles vont être privilégiés par les hommes. Et enfin, les moins de 25 ans, alors eux, il y a on va dire deux opposés. À la fois, ils vont plus utiliser le face-à-face. Par exemple, au global, nous avons 20% d'utilisation des canaux face-à-face. Chez les moins de 25 ans, c'est 31% qui vont les utiliser, mais ils vont aussi être beaucoup plus nombreux à utiliser les réseaux sociaux, puisque c'est 14% au global, et chez les moins de 25 ans, c'est 28%, donc le double de la moyenne des Français. On a également une petite typologie par pays. Le téléphone est plus utilisé en Espagne, alors que l'email va être privilégié en Allemagne. Et globalement, pour la France, ce que j'ai appelé les canaux émergents, chatbot, live chat, messagerie mobile, réseaux sociaux, on est un petit peu en retard par rapport aux autres pays européens. Parmi notre panel de pays sur lequel on réalise l'étude, on est le pays qui utilisons le moins ces canaux les plus digitaux ou les plus émergents. Et autre élément d'information, en moyenne, les Français utilisent quand même 3,7 canaux différents au cours de l'année. Ensuite, lorsqu'on est sur une même demande, et ça c'est souvent un indicateur qui vous intéresse énormément dans les métiers, 52% des personnes qui ont donc contacté un service client nous disent qu'ils ont déjà utilisé plusieurs canaux pour une même demande. Les fameuses résolutions à la première demande, eh bien pour la moitié des Français, ce n'est pas le cas. Ils utilisent effectivement plusieurs canaux différents. Alors, par rapport aux autres pays européens, je dirais que la France est au niveau de l'Allemagne, presque de l'Italie. En Espagne, c'est là où il y a le plus grand nombre de multicanaux utilisés pour une même demande. Et à l'inverse, c'est au UK qu'on va avoir le taux le plus faible. Dans les combinaisons de canaux qui sont utilisés, on va bien sûr retrouver nos trois canaux principaux, téléphone, email, site internet. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a toujours l'email. Quand il y a de la multicanalité pour une même demande, il va toujours y avoir à un moment donné une interaction via, alors quand on dit email, c'est soit l'envoi d'email, soit un formulaire sur votre site internet. Mais c'est un canal qui va toujours être au centre de cette multicanalité. Alors, je vous parlais effectivement des taux d'utilisation et des zooms que nous pouvons faire sur certains canaux. Le premier sur lequel on a envie de prendre un petit peu de recul, c'est le chatbot. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le chatbot est le troisième canal de contact le plus utilisé en France, devant donc tous les autres qu'on a cités précédemment. Alors, bien sûr, il est encore loin du téléphone et de l'email, mais néanmoins, il est devant tous les autres canaux. C'est aussi le canal de contact qui a eu la plus forte progression au cours des dernières années. En 5 ans, son taux d'utilisation a été multiplié par 3. Bien sûr, on sait qu'effectivement, il y a toutes les évolutions méthodologiques, il y a tous les déploiements du chatbot dans de plus en plus d'entreprises, mais il a été développé plus vite que les messageries mobiles, que les réseaux sociaux, que les applications, etc.
Autre élément, effectivement, on indiquait que c'était un canal que sur les canaux émergents, les Français étaient un petit peu en retard en termes d'utilisation par rapport aux autres pays européens. Nous en avons l'exemple ici pour le chatbot, puisqu'effectivement, il est utilisé par 34% des Italiens et 30% des Anglais ou des Allemands. Donc, on voit effectivement un taux d'utilisation plus important par rapport aux Français. En termes de profil d'utilisation sur le chatbot, alors comme on peut s'en douter, il est peu utilisé par les plus de 50 ans, hein, ce n'est pas la clientèle principale. Par contre, il va être autant utilisé par les hommes que par les femmes. Et on a même poussé un petit peu plus loin pour voir s'il y avait des différences par région d'habitation, qu'on habite Paris, qu'on habite le sud-est, le sud-ouest ou toutes les belles régions qu'on a vues en introduction de ce webinaire, je dirais le taux d'utilisation est strictement le même. On reviendra tout à l'heure sur le taux de satisfaction de ce canal. Ici, on vous l'a indiqué, 54%. On peut dire, je pense tous en commun accord, que ce n'est pas très élevé, mais on y reviendra un petit peu plus dans le détail. Marie-Laure, peut-être ce qu'on peut préciser sur le chatbot et cette satisfaction, c'est qu'en fait, le chatbot, il progresse en même temps que sa satisfaction. C'est-à-dire que ce qui crée de l'usage, c'est le fait que la maturité de la technologie liée au chatbot a progressé, que les consommateurs se sont si habitués à son mode de fonctionnement. Et donc, il y a toujours une corrélation entre la progression d'un canal et la satisfaction qu'il procure. C'est toujours la même histoire, c'est comme en marketing, c'est finalement quel bénéfice j'obtiens si j'utilise ce nouveau canal. Et à un moment, si le bénéfice est supérieur au bénéfice que je peux avoir par l'email ou par le téléphone, là, typiquement, chatbot, réponse instantanée, par exemple, 24 heures sur 24, et que la réponse qui m'est donnée est juste, et donc que je ne tombe pas dans un tunnel ou dans un sens interdit, et ben, on a les tendances qui progressent. Alors, autre canal qui est de plus en plus plébiscité en termes d'usage, ce sont les messageries mobiles. Quand on dit messagerie mobile, on entend effectivement les outils de type Messenger ou WhatsApp. Donc, effectivement, on a 16% des Français qui l'ont utilisé, enfin 16% des Français qui ont contacté un service client qui l'ont utilisé en 2022. Juste pour vous donner un point de repère, en 2016, ils étaient 5% à l'utiliser. Donc, on est aussi sur une croissance qui est relativement importante, un tout petit peu inférieure au chatbot, mais néanmoins, ça fait vraiment partie de ces canaux qui émergent et qui sont de plus en plus plébiscités. Là aussi, la France est plus en retard encore par rapport au chatbot que ses voisins, notamment nos voisins du Sud qui sont très, très friands de ces canaux, puisqu'on voit qu'en Italie comme en Espagne, c'est le double d'utilisation des messageries mobiles par rapport à la France. En termes de typologie d'utilisateurs, les principaux utilisateurs qui plébiscitent la messagerie mobile, ce sont les moins de 35 ans quand même. Alors, on va parler satisfaction, puisque c'est quand même un indicateur qui, je crois, intéresse tout le monde aujourd'hui et que tout le monde suit de manière très régulière au travers différents outils de feedback management. Quelle est la satisfaction des consommateurs français lorsqu'ils ont contacté un service client par un canal? Ici, il faut bien comprendre qu'on est tout type de motif. Je fais une parenthèse, hein, ce n'est pas forcément un résultat qu'on présente aujourd'hui, mais que vous retrouverez dans le rapport global de l'Observatoire. On sait qu'à peu près quand même la moitié des contacts se font pour des raisons de réclamation, hein, mais pas que, il y a également tous les autres types de contacts. Mais là, on est bien sur tout type de motif et on s'est focalisé sur le canal utilisé. Le canal le plus satisfaisant, c'est lorsque je contacte un service client par du click-to-call. Les consommateurs nous ont répondu qu'à 84%, ils étaient satisfaits de la relation qu'ils avaient eue lors de cet échange. C'est un score de satisfaction qui est très bon. On a coutume de dire que les scores de satisfaction qui sont autour de 80% sont des bons scores de satisfaction. Donc, avec 84, on est au-delà de ce score. Vous voyez ici, les chiffres vous sont présentés effectivement par ordre de satisfaction. Donc, après le click-to-call, on a effectivement le téléphone qui est le canal le plus satisfaisant. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, le chatbot qui est en dernière position. En termes d'évolution dans le temps, en fait, ces scores de satisfaction, ils évoluent un petit peu, bien sûr. On a gagné 7 points sur le chatbot.
On voit que la messagerie mobile, elle a un petit peu baissé par rapport à l'année précédente. Mais globalement, on a des évolutions qui sont de l'ordre 1, 2 points. Donc, on peut quand même dire que d'un point de vue statistique, on a peu d'évolution sur une année, mais globalement dans le temps aussi. La satisfaction, elle est assez stable. Elle est assez stable, ça veut dire qu'elle n'a pas foncièrement progressé, à part pour le chatbot, mais elle ne s'est pas dégradée non plus de manière importante. Et on voit effectivement quand même que quasiment la majorité des canaux sont tous très proches en termes de niveau de satisfaction, ce qui est relativement important. Quel que soit le canal de contact que j'utilise, je vais avoir quand même une qualité de service qui est au niveau par rapport à mes attentes. Par profil d'utilisateur, on a peu de différence, ce qui peut être étonnant, mais finalement, les niveaux sont très, très proches. Et alors, ce qui est le plus étonnant, c'est que souvent, on dit que les seniors sont les plus satisfaits, quelle que soit l'enquête de satisfaction que l'on va mener. On a souvent une certaine tolérance de la part Quand je dis les seniors, c'est les plus de 65 ans. Alors, il y a 2 canaux sur lesquels ici, ils sont plus insatisfaits que la moyenne des Français, c'est les emails. Voilà, ils sont vraiment pas contents de la relation client qu'ils ont vis-à-vis des emails. Et puis les chatbots aussi, même s'ils l'utilisent peu, le peu qu'ils utilisent va être encore moins satisfait que le 54% que l'on affiche ici. Alors, puisqu'on parle satisfaction, il y a un élément majeur. Est-ce que c'est un irritant ou pas? C'est le temps d'attente, le temps de réponse que l'on peut avoir lorsqu'on contacte un service client. Donc ici, on vous a présenté quelques chiffres. Alors, vous avez une double lecture sur ces chiffres. D'abord, nous avons les chiffres des attentes des consommateurs français. Sur le téléphone, 59% des clients attendent une prise en charge en moins de 1 minute. Quand on dit une prise en charge, ça veut dire effectivement, j'ai écouté la petite annonce sur tous mes droits, l'enregistrement, etc. J'ai appuyé sur les touches de mon SVI si j'en ai un pour choisir effectivement être bien redirigé vers le bon service. J'ai eu la musique d'attente et j'ai un conseiller qui me dit bonjour Marie-Laure, que puis-je faire pour vous? Donc effectivement, tout ce temps-là, la majorité des Français, 59%, souhaitent pris en charge en moins d'1 minute. Sur l'email, 78% des Français souhaitent avoir une réponse à leur demande dans la journée. Donc, dans la journée, ça veut dire dans les 24 heures. Et enfin, sur les réseaux sociaux, 65% des Français souhaitent avoir une réponse en moins d'1 heure. Ça, c'est leur niveau d'attente. On l'a comparé aux résultats issus des tests qui sont faits dans le cadre d'élus service client de l'année et donc ce que l'on mesure auprès de l'ensemble des entreprises et donc des milliers de tests mystères qui sont réalisés au cours de chaque campagne. Sur le téléphone, dans la réalité, le temps d'attente moyen avant la prise en charge est de 1 minute et 9 secondes. On voit qu'on est très aligné par rapport à l'attente des Français. Sur l'email, le temps moyen de réponse à un email est de 4h35. On est très précis puisqu'en fait, c'est de la qualité, donc on mesure vraiment. Donc, effectivement, on est très, très bien par rapport aux attentes des Français. Par contre, effectivement, sur les réseaux sociaux, dans la réalité, le temps moyen d'une réponse est plutôt de 3h40. Donc, effectivement, là, on est au-delà des attentes des consommateurs. Alors, dans le temps, puisqu'effectivement, cette question des temps d'attente, on ne la pose pas tous les ans. On se laisse un petit peu de marge parce qu'il faut laisser du temps aux évolutions. Donc là, les référentiels qu'on a en termes d'historique qui datent de 2019. Et en fait, premier constat que l'on fait, c'est que les attentes se sont stabilisées. C'est-à-dire qu'on n'a pas de durcissement des attentes des consommateurs, voire même, ils sont peut-être un petit peu moins, on va dire, en attente sur certains canaux. C'est notamment le cas sur l'email et sur les réseaux sociaux où il y a un petit peu plus de tolérance par rapport aux années précédentes. Par exemple, sur l'email, en 2019, ils étaient 90% à nous dire qu'ils souhaitaient avoir une réponse rapidement. Et sur les réseaux sociaux, le seuil d'attente en 2019 était de 30 minutes et là, il est passé à 1 heure. Donc, effectivement, des attentes qui se stabilisent et qui finalement ne se durcissent pas dans le temps. Ensuite, il y a d'autres canaux qu'on a interrogés dans le cadre de l'observatoire, notamment le live chat, juste pour vous donner quelques indications.
Sur le live chat, 90% des consommateurs attendent d'être pris en charge en moins de 4 minutes. Et dans le cas des tests d'élu service client de l'année, c'est 33 secondes. Et ensuite, sur le click to call, la majorité aimerait être pris en charge dans les 15 minutes, mais c'est très accepté dans l'heure. En termes de comparaison par rapport à nos voisins européens, en fait, ceux qui sont les plus exigeants en termes de temps d'attente, ce sont les Espagnols et les Italiens, quel que soit le canal. Sur tous les canaux de contact, effectivement, ils ont émis des souhaits de durée d'attente qui sont inférieurs à ceux qu'on a sur cette slide. Et ensuite, en termes de profil client, il n'y a quasiment pas de différence, qu'on soit un homme, une femme, un plus jeune, qu'on travaille, qu'on soit un actif, un retraité ou un étudiant, les temps d'attente sont strictement les mêmes. Au final, ça veut dire quoi quand même? On a deux choses, je pense. On a une première chose qui est un enjeu d'instantanéité pour le téléphone et pour les réseaux sociaux, parce qu'une heure, finalement, on ne gère plus des flux, on ne gère plus des stocks, on gère des flux, c'est-à-dire ça rentre, il faut répondre immédiatement, et donc la planification, elle est d'autant plus importante pour ces canaux-là. Si on parle temps de délai d'attente, c'est un des critères qui est le plus pénalisant dans les services clients de l'année, parce que si vous ne répondez pas, par exemple, au téléphone au bout de 4 minutes, on va vous mettre 0 à toute la notation de cet appel. Mais le vrai enjeu derrière ces temps d'attente ou cette instantanéité, c'est aussi la réitération et donc le nombre de sollicitations que vous allez recevoir. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas à un moment dans les standards du marché ou dans les standards des attentes des consommateurs, ce qui se passe, c'est qu'ils vont vous relancer sur le même canal potentiellement. Alors, avec vos outils, vous allez réussir à les matcher peut-être. Ils vont vous relancer sur un autre canal. Et là, potentiellement, vous n'allez pas réussir à matcher les deux demandes. Vous allez faire éventuellement deux réponses, donc double travail. Pour certains, deux réponses qui sont sur deux canaux différents avec des réponses différentes. Et donc, vous générez une troisième interaction. C'est ça aussi l'enjeu quand on parle des délais de réponse, c'est limiter ces flux et éviter que notre client, en fait, il bascule sur un autre canal pour poser exactement la même question. Je crois que nous avons quelques données d'élu service client de l'année derrière. Alors, ce qu'on vous présente là, ce sont les résultats élu service client de l'année 2023, donc la remise des prix que nous avons fait en novembre en France. D'un côté, sur la gauche, vous avez les notes moyennes des lauréats, sur la droite, des non-lauréats, pardon, et sur la droite, la note moyenne des lauréats. Premier constat, il y a 4 points d'écart entre un lauréat et un non-lauréat. La note globale d'un lauréat s'établit à 12,07 sur 20. La note globale des lauréats, elle est à 16,29 sur 20. Donc, un niveau de jeu qui est clairement différent. Deuxième constat, quand on voit ces deux graphiques, c'est à ma gauche, pour les non-lauréats, j'ai des notations sur les différents canaux qui sont hétérogènes. J'ai des notes qui vont de 7,86 à 17,13 pour la navigation Internet. Et en intermédiaire, on a du téléphone à 12,63 ou des réseaux sociaux avec Facebook à 12,94. À ma droite, sur les lauréats, la note moyenne, elle est de 16,29 et on a une plus grande homogénéité dans les évaluations des différents canaux. J'ai le chat qui est traditionnellement un peu en retrait, mais qui est 2 fois supérieur à ce qu'on a chez Emo Lauréat, qui est à 14,46. Je vais avoir 3 canaux qui sont dans les 16, 16,21 pour le téléphone, 16,61 pour les emails et formulaires, 16,93 pour les réseaux sociaux, et on a la navigation Internet qui surperforme à 18,03. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un lauréat, finalement, il remplit sa promesse de marque sur l'ensemble des canaux. Et c'est bien ça qu'attendent vos clients. Vos clients, vous ne pouvez pas leur dire, et ils ne peuvent pas entendre, je vais être bon au téléphone, je vais être moyen sur les emails, et puis je serai très bon en navigation Internet. Non, si ils ont décidé d'être clients chez vous, c'est pour avoir un niveau
de service qui soit homogène sur les différents canaux et qui répond à votre promesse de marque. On dit souvent que la relation client, elle est multicanal ou omnicanal. La vérité, en fait, c'est que ce sont nos clients qui sont omnicanaux. Parce que, comme le disait Marie-Laure, on a un accroissement des nombres de canaux. Aujourd'hui, on n'a plus un client qui est que téléphone, que email, que chat. Ça dépend de ses moments de vie, ça dépend de ses moments de consommation, ça dépend de sa typologie de demande. Et donc, en fait, il a toujours la même exigence, quel que soit le canal qu'il utilise. Alors, pour vous faire sourire et pour vous montrer ce que ça peut provoquer aussi, cette relation client, les deux images que vous avez là sont des images qu'on a reçues à l'élection du service client de l'année, soit via le formulaire de contact, soit via l'adresse générique, et avec des petits messages. Sur la gauche, en gros, pour nous dire « je suis parti avec mon sac, je le fais voyager, etc. » Sur ma droite, génial, on a ramené la coupe à la maison. Mon enfant, il attendait ses goodies et du service client de l'année. Voilà. C'est juste pour vous montrer que la relation client, en plus que les consommateurs soient devenus des spécialistes, pour les collaborateurs qui font de la relation client, ça peut aussi rentrer dans leur vie au quotidien, avec leur famille, avec leurs amis, à partir du moment où ils participent à une aventure en fait, qui a du sens. Et en fait, c'est ça aussi la beauté de la relation client, c'est en fait, c'est un métier de service. C'est un métier où on aide les gens, où on peut avoir beaucoup de bonheur à le réaliser et derrière, ça rayonne. Souvent, on oppose intelligence artificielle et humain. On a une croyance et les différentes études qu'on fait, ça montre deux choses. C'est que l'intelligence artificielle et l'humain, c'est plutôt complémentaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on ne croit pas, nous, que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain. L'intelligence artificielle va certainement accompagner l'humain. C'est aussi pour ça qu'on parle de conseiller augmenté. Et surtout, cette intelligence artificielle, en fait, elle fait plutôt rayonner l'humain parce qu'une intelligence artificielle, si vous parlez d'émotion, c'est compliqué pour une intelligence artificielle. L'humain va créer de l'émotion. Et justement, avec cette intelligence artificielle, l'humain va pouvoir se consacrer sur l'échange, le contact, et puis avoir des informations en fait, ça va lui libérer du temps de la parole ou de la disponibilité intellectuelle pour pouvoir justement se consacrer sur cette phase qui est la phase à forte valeur ajoutée et qui crée de l'attachement auprès des clients. Alors, un petit enseignement complémentaire, on a beaucoup parlé effectivement de relations clients à distance, mais effectivement, il y a quand même toute la relation avec les réseaux physiques. Et une question qu'on s'est posée il y a quelques années, notamment après la crise sanitaire, c'est est-ce que finalement, il y a un lien entre la relation client à distance et les points physiques? Et en fait, on a quand même 49% des Français qui nous disent qu'ils contactent les services clients à distance avant de se déplacer dans un point physique. Donc, ce qui est un chiffre qui n'est pas neutre, c'est quand même un consommateur sur deux. Alors, pour quelles raisons? Il va effectivement d'abord regarder sur son site internet, envoyer un email ou de faire une demande sur le chatbot. Et bien, dans 70% des cas, c'est parce qu'il veut avoir des renseignements sur la disponibilité des produits. C'est le chiffre qui est le plus en augmentation par rapport à 2021, c'était 64%, c'était déjà le principal motif, mais ça se renforce, on passe à 70%. Ensuite, dans 51% des cas, c'est pour prendre un rendez-vous. Autre pratique qui augmente, c'est la réservation des produits. C'était 43% en 2021, ça devient 49% cette année. Et enfin, on a tout simplement aussi l'achat d'un produit ou d'un service. Donc, effectivement, cette complémentarité se maintient et cette complémentarité est importante. Et elle est d'autant plus importante auprès des femmes, des moins de 35 ans et des jeunes actifs qui sont les principaux utilisateurs, on va dire, d'une relation client à distance avant de se rendre dans un point physique. Alors Marie-Laure, ça va aussi poser la question de nos organisations parce que traditionnellement, ces deux canaux, on va dire, étaient gérés dans deux organisations différentes. On avait souvent le directeur de la relation client ou de la relation client à distance, le patron du réseau, éventuellement avec des offres différentes et même concurrentes. Et maintenant, on va avoir un enjeu dans nos organisations de faire converger, si ce n'est pas déjà le cas, ces deux directions
de manière à pouvoir offrir justement ce parcours omnicanal sans couture qui est attendu par les clients et qui est de plus en plus pratiqué. Tout à l'heure, dans l'introduction, je vous ai montré un slide. On voyait les podcasts qu'on a fait avec le SP2C. Alors justement, cette équipe, quand on est élu service client de l'année, elle est composée comment? Eh bien, si on prend les participants, on a 62 des participants qui font appel à un partenaire, soit pour la totalité, soit pour une partie de leur relation client. Donc, on a plus de la moitié des participants élus service client de l'année qui travaillent avec des partenaires en matière de relations clients. 41% de ces 62% confient une partie de cette relation client à l'étranger et 37% utilisent au moins 2 prestataires différents.